Salut Nico, ça va? Oh putain, toujours cette panne là. Mais c'est bon, je l'ai trouvé. Ah, voilà. Salut Nico. Salut Nico. Bon, bienvenue dans ce deuxième épisode de Génération Flipper. On est aujourd'hui chez Nico Flip, qui est bien connu des passionnés de flipper de la région nantaise. Tu fais de la location de flipper, de l'entretien, tu organises des tournois dans les 24 heures du flip. Avec Mathieu de Fliptonic. Alors, tu as un tournoi, je crois, bientôt, et un événement à la rentrée. Il y a un tournoi de flipper à Montaigu le 14 juin, de 14h à 23h, dans un bar qui s'appelle l'Instant Jeu. Très sympa, je vous recommande. Ouais, où j'essaie de mettre des machines récentes, des machines anciennes, un peu de tout. Et puis le 3, 4, 5 octobre, à Saint-Herblain, la salle de la Carrière, on a un gros événement qui s'appelle le BIF, les Biennales internationales du flipper. Rien que ça. J'ai fait ça avec Franck Legrand du Grand Jeu, avec Mathieu de Fliptonic. On va essayer de réunir toute la filière pro du flipper en France. Plus de 100 machines seront disponibles. Il y aura aussi de l'arcade, travail d'arrache-pied pour vous fournir un événement hors du commun. On compte sur vous pour venir au BIF à Nantes. Si vous voulez qu'on traite des flippers en test, si vous avez envie de participer à l'émission, n'hésitez pas à le proposer dans les commentaires. Aujourd'hui, on va parler de ce petit flipper qui est devant nous. Pour moi, c'est un flipper de légende. Dans le flipper, il y a quand même une bonne part de nostalgie. Et moi, c'était le flipper de mon adolescence. C'est une réédition d'un Mecha des années 80. Il a été réédité deux fois. Il y a eu le Amazon Hunt 2, je crois, en 88. Et le Amazon Hunt en 93, le 3. Et ce qui fait que, à l'époque des DOT, on trouvait encore des Amazon Hunt. J'ai lu quelque part que c'était propre à la France, que le 3 n'avait existé qu'en France apparemment. Même les 3 modèles, je pense, ont été assez exportés en France, je ne sais pas pour quelle raison. Là, il s'agit du numéro 1, donc le modèle fabriqué entièrement par Gottlieb. Ce n'est pas un kit. Et ce modèle-là, il est assez rare. On le trouve beaucoup sur Paris et la région parisienne. J'ai joué au beau site Boulevard République à Saint-Cloud. Et comme tu l'as dit, c'est un Mecha, c'est le Fast Draw, qui a été repris. Fast Draw de 75. Le thème a été changé, ça n'a plus grand-chose à voir avec les cow-boys. Mais c'est exactement le même plateau, les mêmes règles. C'est juste que c'est de l'électronique. C'est l'époque où Gottlieb connaissait une période de vache maigre. Ils avaient trouvé la solution de rééditer des modèles qui avaient connu un gros succès dans un format un peu plus moderne. Donc il y a eu comme ça le Amazon Hunt, il y a eu le Royal Flush, Eldorado, Jacks to Open, etc., qui étaient des rééditions de flippers mécaniques. La plupart qui avaient été faits par le même designer, Ed Krinsky. C'est ça. Qui a fait la plupart des flippers des Gottlieb dans les années 60-70. C'est des flippers mécaniques, ouais. Il fait partie de ceux qui ont inventé la plupart des mécaniques de flippers. Des cibles tombantes, etc. ont été inventés par Wayne Evans et Ed Krinsky, notamment de chez Gottlieb. Encore une légende du flipper. Ouais. On parlait de Brian Eddy la dernière fois, des années 90. Là, ça remonte encore plus loin. Oui. Là, c'est un flipper que je crois qu'on retrouve encore en exploitation dans quelques bars à Paris, notamment à Barbès. C'est un flipper qui sert aussi pour faire des paris. Donc le concept est un peu différent. Il faut lancer la boule, mais on ne touche pas au flip. Et le but, c'est de faire le moins de points possible. Personnellement, j'aime beaucoup la bague glace, le thème de l'Amazonie. Il y a le son aussi qui est très particulier. Ouais. Cette espèce de son un peu tribal. Est-ce que c'est un flipper auquel on va encore avoir du plaisir à jouer aujourd'hui, à l'époque où on te sort des Kong et des je ne sais quels flippers ultra modernes? Est-ce que c'est un flipper qui est encore sympa à avoir chez soi? Moi en fait j'y joue rarement tout seul à ce flipper-là. Je trouve que c'est un flipper auquel on prend plaisir à plusieurs parce que les règles sont très simples.
On peut jouer avec des gens qui ne connaissent pas du tout le flipper, ils vont tout de suite comprendre ce qu'il y a à faire. Les parties sont rapides, contrairement à du Stern récent où là où les règles vont être plus complexes. Il y a un peu plus de temps pour comprendre les règles, pour s'adapter au jeu. Donc des gens qui ne connaissent pas le flipper vont avoir un peu plus de mal. Et puis des gens qui jouent bien en flipper vont jouer très longtemps sur les Stern récents. Alors que même là-dessus, même des très bons joueurs vont faire des parties courtes. Donc je trouve que c'est plus agréable quand on joue ensemble de pouvoir lancer plusieurs parties, d'avoir un challenge plutôt rapide. Et puis encore une fois, des règles extrêmement simples qui tiennent sur un timbre-poste. On peut comprendre tout de suite ce qu'il y a à faire et on prend un plaisir immédiat. C'est sans doute pour ça qu'il a eu autant de succès à l'époque en exploitation. Mais du coup, c'est un flipper peut-être qu'on ne recommanderait pas à quelqu'un qui cherche à avoir un seul flipper chez lui, parce qu'effectivement, on risque d'en faire peut-être le tour un peu plus rapidement. C'est vraiment des flippers qui sont encore sympas à jouer. En tout cas, moi, j'aime beaucoup cette génération. En termes de prix, s'il est en panne, s'il a été stocké 15 ans dans une grange, qu'il a pris l'humidité, etc., ça peut valoir entre 600 et 800 € peut-être, avec une bonne révision et pas mal de changements de pièces. Et s'il est en très très bon état, révisé, fonctionnel, restauré au niveau esthétique, c'est une machine qui peut atteindre, je dirais, entre 2000 et 3000 €, plutôt 2500 € à peu près. C'est une machine quand même assez rare, il est sorti à 1500 exemplaires en France, donc c'est pas un gros tirage, donc il est quand même assez rare, pour le premier seulement, je ne parle pas des kits. Le tout premier, comme celui-ci, en effet, 1500 exemplaires, c'est pas beaucoup, donc il n'est pas très courant. Dans son jus, mais fonctionnel, on pourrait dire autour de 2000 € à peu près. Peut-être un peu moins de 2000 €, peut-être 1500 s'il est dans son jus fonctionnel. Voilà. 1008 et 1005 et 2000. Et puis par contre, ça c'est pour le 1, pour le 2 et le 3, ils sont moins recherchés, ils ont moins de valeur, ils sont moins beaux esthétiquement, mais c'est le même jeu. Et c'est toujours aussi sympa à jouer, donc voilà. Et système de kit, ça permettait de reprendre des jeux qui n'avaient pas beaucoup de succès, ça permettait à moindre coût, juste en changeant le plateau, en changeant les flancs de caisse et la bague glace, on pouvait avoir un nouveau jeu, et ça permettait de recycler un jeu qui ne marchait plus, d'avoir un nouveau jeu à moindre coût, donc c'était le 2 et le 3. Le 2, ça était adapté pour les 80B, je crois. Et le 3 était adapté pour les jeux un peu plus récents, comme le Gunbusters, par exemple. Et ici, donc, on a un qui a été fabriqué par Gottlieb, donc il est tel qu'il est sorti de l'usine. Si vous allez acheter ce flipper, regardez bien le plateau. Comme souvent, ils sont restés très longtemps en exploitation. Souvent, il va être usé au bois et peut-être retouché à la main assez grossièrement. Pensez à regarder là, évidemment l'état de la bague glace aussi, la vitre. Qui souvent la peinture peut avoir tendance à craqueler, à se fissurer, à s'abîmer un petit peu, quoi. Autre nouveauté donc, dans cette deuxième émission, je voulais vous proposer des petites rubriques, notamment la rubrique livre. Est-ce que tu as un livre de flipper à nous recommander ? Oui, alors je vous conseille un livre que j'ai adoré, qui s'appelle Une histoire du jeu vidéo. En France, comme son nom l'indique, ça ne parle pas que de jeux vidéo, ça parle de flipper aussi. Ça parle en gros du monde de l'exploitation dans les années 80-90, c'est-à-dire du monde des jeux de bistrot. Ça parle par exemple de Monsieur Tel, ça parle de Atari, ça parle de plein de choses. Et ça explique vraiment, je pense que ça se passe des années 80-90, ça explique la chute des flippers à cette époque-là, comment les exploitants ont réussi à tirer leur épingle du jeu. C'est vraiment intéressant. Et c'est aux éditions Pix & Love, il se trouve encore sur le site. 30 €, voilà. Et alors c'est un livre à lire, hein. C'est un pavé. Il n'y a pas trop d'images, oui. Et c'est un livre à lire, c'est pas un livre de photos de flipper. Il y a quelques photos à la fin quand même, avec des publicités, surtout de jeux vidéo pour le coup. Mais voilà. Ok, bah écoute, merci pour ce conseil.
Autre rubrique, la rubrique cinéma. La plupart des films des années 80, dès qu'il y a une scène dans un bar, on voit un flipper. Je vous propose une petite rubrique cinéma chaque semaine avec un film où on voit un flipper. Et est-ce que tu as un film à nous suggérer? Alors, ouais, suggérer Un grand film. ouais, c'est un peu une espèce de nanar qui s'appelle Ça n'arrive qu'à moi, avec Francis Perrin, Bernard Blier et Véronique Jeuneste, je crois. Donc c'est pas un grand film, hein, mais par contre il y a une scène qui dure 5 minutes qui se passe dans la salle de jeu de Monsieur Blier, où il apprend à Francis Perrin à jouer au flipper sur un demi d'air, et cette scène elle est magique. Enfin, c'est assez mal fait puisqu'il joue très bien au flipper et le nombre de crédits augmente très vite, ce qui n'est jamais le cas sur un flipper, mais c'est très marrant, on voit plein de flippers et c'est plutôt bien mis en scène. J'avais bien aimé cette scène-là, le reste du film est... Voilà, c'est pas terrible. Mais cette scène-là est vraiment géniale, je pense elle mérite le coup d'œil. Ok, merci pour ce petit conseil. Autre séquence, la séquence pin-up. Voilà, c'est une séquence que je proposerai à la fin de l'épisode pour ceux qui ont eu le mérite d'aller jusqu'au bout de l'épisode. Et chaque semaine, donc, vous aurez droit à une pin-up du flipper. Donc on va pouvoir passer tout de suite aux règles du Amazon Hunt. Alors, les règles du jeu, Amazon Hunt. Déjà, les couloirs ABC qui sont ici en haut. On retrouve ces couloirs en bas. On retrouve le A, le B qui est doublé en bas pour le coup. Et le C, c'est exactement les mêmes lettres, hein. Quand on valide le A, B et le A, le B et le C, on augmente le multiplicateur de bonus qui va passer donc de une fois à 2 fois seulement en billes 1 et 2. En billes 3, comme sur les mechas d'ailleurs, on commence par défaut en 2 fois, et si on a la chance de faire ABC, on va passer en 3 fois. Donc le 3 fois n'est atteignable qu'en 3e bille seulement. Une fois qu'on a fait le ABC, on allume aussi l'extra bille, qui est intéressant à avoir pour jouer une bille, hein, ça permet d'avoir une bille supplémentaire. Et puis donc l'autre attrait du jeu, ce sont les cibles tombantes. Ces cibles tombantes, quand on les a toutes, il n'y a que les cibles noires qui remontent, qui valent du coup chacune 50 000 points. Ça allume aussi le spécial dans les trous au-dessus, si on a fait le ABC avant, ou après, peu importe. Et donc, ici, on va venir collecter plutôt du bonus sur les cibles, et aussi sur les petites cibles cachées derrière. On va accumuler du bonus, le ABC permettant de multiplier ce bonus par 2 ou par 3 en 3e bille. Voilà en gros les règles. Je discutais de ce jeu-là avec Franck Bonnat, pour ne pas le nommer. Franck m'expliquait que dans les tournois, en fait, les joueurs visent absolument le ABC, c'est-à-dire d'essayer de multiplier le bonus par 2 ou par 3. Et la manière de faire ça, c'est qu'en fait, le tir le plus simple et le moins dangereux, c'est d'essayer de viser avec le batteur gauche ou droit, de remonter dans les couloirs A ou C et B aussi, ce qui permet de pouvoir au moins assurer un multiplicateur de bonus, puis ensuite de viser les cibles qui sont un peu plus dangereuses, mais qui permettent de cumuler du bonus. Donc voilà, et j'ai constaté ça plusieurs fois sur des parties de tournois où les joueurs en effet privilégient plutôt le ABC parce que les cibles elles peuvent être un peu dangereuses. Donc, le A allume ce bumper là, le B celui-ci, le C ici. Un bumper allumé vaut je crois 5000 points, sinon il vaut 1000 points par défaut. Donc c'est intéressant de l'allumer. Voilà, je pense que j'ai fait le tour des règles. Petite remarque, ça m'a toujours surpris ça, sur le bonus, on a les lettres Amazon Hunt qui ne servent absolument à rien. Elles pourraient être toutes blanches, que ça ferait la même chose. Elles sont juste, ici en fait c'est le niveau de bonus que vous avez tout de suite. Donc ça allume une lettre qui indique que vous avez 10 000, 20 000, 30 000 de bonus par exemple, mais ça n'a aucun intérêt en soi. Et quand je ne connaissais pas le jeu, j'ai essayé sur les photos de comprendre comment allumer ces lettres-là. Je n'avais pas compris que c'était le bonus en fait. Voilà. Je pense avoir fait le tour de ces règles très très complexes.
et il te la rend. Ah, t'as installé un... C'est une carte Janin qui est dedans, qui permet d'avoir un ball save sur le jeu. Donc là, j'ai mis le BLC, il a allumé les deux bumpers. Parce qu'évidemment, le ball save dans les années 80, ça n'existait pas. Hein. C'est de la triche. Tu veux pas les activer, le ball save? On peut les activer, oui, bien sûr. Le flipper claque à 800 000. Moi j'aimais bien ce flipper aussi parce qu'on claquait souvent. Oui. Alors aujourd'hui on a le flipper chez soi, on s'en fout d'avoir une partie gratuite, mais ça faisait quand même partie du plaisir du flipper, quoi. Il y avait trois plaisirs. Il y avait l'extra-balle, le crédit gratos et mettre son nom Oui. au score. Enfin là tu pouvais pas mettre ton nom au score. Par contre, il te recommence le ABC à 0 Oui, à chaque bille, ouais. Ça aussi, c'est paramétrable ou... Non, ça c'est par défaut. C'est comme ça sur l'original et c'est sur la carte Janin. C'est pas si facile de remonter direct pour avoir Non, pas si facile. On a plus tendance à viser les petits singes, les cibles ici, Ouais. mais c'est aussi plus dangereux. C'est serré, hein. Ouf. Donc là, en bille 3, on commence en 2 fois par défaut. Ouais. Parce que j'ai toujours pas eu mon ABC. Par contre, tu gardes les multiples tout au long de la partie si tu as eu le x3 ou x2. Non, enfin ça change, ça passe pas de bille en bille. D'accord. Gottlieb, c'est des gros vicieux parce qu'ils ont mis des capteurs anti-retour sur le ABC. Quand tu bloques la bille et qu'elle remonte le couloir, elle ne peut pas aller sur le capteur en fait. Ah, j'ai vu ça tout à l'heure, je me suis demandé. C'est fait exprès pour éviter que tu valides là, bien sûr. Parce que là, on dirait que ça a été coupé. Euh, C'est d'origine Je ne sais pas si c'est d'origine, mais en tout cas, c'est tous ceux que j'ai connus étaient faits comme ça. D'accord. Je sais que Gottlieb a sorti une note pour dire qu'il fallait couper les capteurs. Ça a évité justement de pouvoir valider le ABC par des retours qui sont assez fréquents. Okay. Hop, c'est parti. T'as le ball save. Non, Non? tout juste, mais je ne l'ai pas eu. Ça fait bizarre d'avoir un ball save sur le flipper. Oh là là. Les parties sont rapides. Et c'est pour ça qu'on l'a mis. Oh. C'est une bonne partie. Bon, allez. Et il l'a. Sinon, je vais essayer de m'appliquer. Je suis pas sûr que je vais laisser le montage cette part. Oui, c'est vrai
qu'on a envie plutôt de faire les cibles. Mais oui. C'est un peu difficile, il faut qu'il ne remonte pas. Oh, joli. C'est joli. Voilà, pour aller prendre l'extra bille là-haut, c'est pas simple, parce que le couloir est pas directement accessible. Donc, il faut avoir de la chance avec les bumpers. C'est le seul moyen de l'avoir. Ah, ça rapporte quand même. Ah oui, bah oui. On passe en x3 en troisième bille. Ouais, c'est ça. Allez. Alors là-haut, par contre, ils n'ont pas coupé les trucs. Non, Mais alors, ça vaut mieux pas, sinon tu peux pas avoir l'extra bille. c'est compliqué. Allez. Non, Ah, ce sera pas suffisant. allez, c'est parti. Bon, on va essayer au moins d'avoir l'extra une fois. Ah, dommage. Là, j'ai eu le ABC, je suis passé en x2. Ah, là. Et tu n'as pas trop parlé, du coup, tu as pas mis. C'est ça. Donc les petites cibles là-haut, elles valent la même chose que les cibles jaunes sur le côté? Ça vaut 1000 points, enfin ça donne un bonus quand c'est allumé. C'est quand même intéressant, parce qu'un bonus c'est 10 000 points par 2 ou par 3 du coup. Par contre le bonus alterne une fois sur deux sur les cibles. Là tu as l'extra bille allumé en haut. Ah, dommage. Du coup, là, est-ce que ça vaut le coup que j'allais faire des cibles pour monter le bonus? Oui, ça vaut le coup, tu es en x2, donc ça peut valoir le coup, ou viser l'extra bille, tu as le choix.
Bah oui, Eh, ça oui, paye. tout de suite ça paye le bonus. Oh, papa. Joli. Oh Ah. dommage. Voilà. Y aller. Oh, joli. Oh. Ah, un extra ball. Je vais faire ici. Oh, ça aurait pu. Là, je vais claquer. Oui, 800 000. T'es le roi du flipper. Je vais trouver mon extra. Ah, dommage. Ah. La magie de Janin. Là, il est... C'est pour moi. Voilà, bien joué. Bon, on peut pas rester sur cette partie. On peut pas. C'est pas possible. Tac, allez. Donc je suis joueur 1. Vas-y. Alors, j'ai lu sur un forum une personne qui disait que c'était un flipper assez technique et seuls les bons joueurs pouvaient faire des bons scores sur ce flipper. D'accord. Ouah, je dirais pas plus que sur un autre flipper. Il y a un flipper un peu technique. Oui, il est assez technique, mais je trouve que même un débutant peut faire des bonnes parties. Il y a toujours un facteur chance sur le flipper. Ouais. Même si celui-ci il est assez technique, mais avec un peu de chance, on peut faire un bon score. Est-ce que tu vas désactiver les extras pour le tournoi? Ah oui, il n'y a jamais d'extra billes pour les tournois. Ouais. Jamais, jamais. Même sur les flippers comme ça? Même sur les anciens. Jamais d'extra billes. C'est pour éviter que les parties durent trop longtemps. Oh.
Aïe, aïe, aïe. Ah, dommage. Ce qui est intéressant, c'est aussi de viser en bande, essayer d'avoir les cibles en bande. Bon, ça n'a pas marché. Mais même si j'ai pas de cible ici, c'est de viser ici pour avoir les cibles en face. Ça marche plutôt bien. Non. C'est pas comme les sternes où il y a un petit laps de temps après où ça sauve la bille. Là, c'est non. Pascal Janin, il rigole pas avec ça. Ça, voilà, la dernière. Ah. Est-ce que tu as une pin-up à nous suggérer? Alors, quand on parle de pin-up, je pense tout de suite à Pinball Pool. Et surtout à Gordon Morrison, qui était le dessinateur des glaces de Système 1 notamment, et qui faisait toujours une pin-up sur des glaces. Petite pensée pour Christophe Magnier, qui adore ce dessinateur. Et donc la glace du Pinball Pool, je la trouve vraiment chouette, avec les deux pin-up et le robot qui joue au billard, et je trouve qu'elle représente bien l'état d'esprit de cette époque-là. C'est bien dessiné. Il y a des belles couleurs, j'aime vraiment beaucoup cette glace. Le jeu un peu moins, mais la glace, je trouve vraiment chouette. Bon, et ben, merci Nico pour cette petite séquence pin-up. Et bien voilà, on arrive à la fin de ce deuxième épisode. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires pour nous dire ce que vous en pensez, à liker et à vous abonner à la chaîne évidemment. Et un grand merci Nico pour ce tournage. Merci à toi. Et il y en aura peut-être d'autres. Hein, oui. On verra. Mais il y a peut-être un petit Qbert. Oui, pourquoi pas. C'est rare aussi, Qbert, oui. Un petit Antedaos, un petit Total Animation. Enfin, il y a plein de choses à faire. Il y a de quoi faire. Ouais. Oui. Bon. Avec plaisir. Et ben super. Ciao, ciao. Salut. À la prochaine.